C'est une opération très fréquente, la chirurgie pariétale, pour réparer un point de faiblesse dans la paroi abdominale et potentiellement la hernie qui en découle. Vous écoutez Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Et bonjour, docteur Régis Farah. Bonjour Maude. Alors, vous êtes déjà reçu sur cette antenne, vous êtes chirurgien digestif à l'Hôpital Européen de Marseille. On commence toujours par un petit peu de vocabulaire. Qu'est-ce que la chirurgie pariétale ? Alors la chirurgie pariétale, c'est un terme qui regroupe beaucoup d'activités, mais pour celle qui me concerne et pour laquelle on va discuter aujourd'hui, c'est la chirurgie de la hernie de l'éventration, donc les hernies de la paroi abdominale, que ce soit la paroi abdominale antérieure, la paroi inguinale, ou les éventrations qui sont des hernies acquises sur des zones cicatricielles, là où il y a eu des incisions. C'est une opération fréquente ? Ça vous arrive souvent d'avoir des cas ? Oui, c'est une intervention qui est très fréquente au sein de mon activité, mais de celle de tous mes confrères. Il y a comme 150 à 200 000 chirurgies inguinales qui sont réalisées en France tous les ans. Il y en a près de la moitié qui sont réalisées pour la chirurgie de la paroi abdominale antérieure. Donc ça reste du quotidien pour la chirurgie viscérale, chirurgien généraliste et pour les patients en fait. Pour qu'on visualise bien, c'est finalement la paroi abdominale qui va être un peu ouverte, c'est ça ? Il y a une grosseur qui apparaît ? Alors la hernie, c'est l'issue d'un contenu intra-abdominal ou de pariétal au travers d'un orifice naturel. On a dans notre paroi, dans notre sangle musculaire abdominal et inguinal, il y a des zones de fragilité qui livrent le passage aux éléments vasculaires, nerveux, et donc au travers de ces orifices naturels, peut y avoir issue en fait d'un contenu. Alors pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement le contenu digestif, qui peut venir s'engouer ou s'engager, si vous voulez, dans un orifice naturel et entraîner des douleurs, une gêne, des complications, des fois, même aussi rares soient-elles, potentiellement graves. Quel type de complications, justement ? Alors, celle qui est le plus redoutée et dont parlent les médecins, c'est l'étranglement. C'est quand vous avez un segment digestif, en fait, qui s'engage au travers de l'orifice naturel, d'accord, et qui vient se bloquer, si vous voulez, qui va souffrir de ce blocage, générant en fait une souffrance ischémique. C'est le sang qui vient plus dans cette zone-là, ça fait très mal, ça entraîne un blocage et il faut intervenir assez vite pour pouvoir réintégrer en fait le segment intestinal pour qu'il se reviabilise. Et si jamais on arrive trop tard, il faut enlever ce morceau-là. Et si on intervient encore plus tard, il peut se rompre et entraîner en fait des infections graves. Heureusement, c'est relativement rare. C'est une conséquence très grave, mais rare. Voilà. Quand vous opérez, vous utilisez la robotique, c'est ça ? Du coup, c'est moins invasif, c'est toujours un peu la question. Alors, on utilise des techniques mini-invasives. On essaye de promouvoir en fait les outils sans ouvrir parce que en fait l'agression quand vous réparez un problème de paroi, finalement, si vous réfléchissez sans être médecin, bien limiter l'ouverture de la paroi, ça a du sens. On traite un problème de paroi, on essaye de limiter l'ouverture. Et donc ça a du sens, mais ça a aussi une tolérance qui n'a rien à voir avec une grande incision, avec des grandes sutures. Donc effectivement, aujourd'hui, on essaye de le faire au maximum par voie mini-invasive, en celluloscopie, en chirurgie vidéo intrapariétale. Et l'outil robotique a une place aujourd'hui, en fait, pour pouvoir réaliser des gestes dans lesquels on est limité en celluloscopie traditionnelle ou avec la vidéochirurgie traditionnelle, notamment dans la chirurgie de la paroi abdominale, parce que ça permet en fait de réaliser des gestes pour lesquels on est en contrainte d'un point de vue purement technique et pour lesquels on fait des compromis en utilisant d'autres types de matériel, d'autres types d'implantation. Enfin, quand je parle de matériel, c'est des prothèses de paroi. Et donc, l'outil robotique permet de s'affranchir de ces contraintes-là. Parce que justement, comment ça fonctionne ? Comment vous réparez ces fragilités et ces hernies ? Alors, la chirurgie de la hernie ou de l'éventration, c'est une chirurgie qui est bien connue, qui a été longtemps décrite et beaucoup analysée. D'ailleurs, en France, on a des grands noms en fait qui ont imposé des principes de réparation qui sont adoptés dans le monde entier. Et
les choses sont très claires depuis bien longtemps. Hein. Il y a des recommandations qui datent quasiment des années 70, qui sont encore d'actualité. Hein. Il faut reconstruire la paroi de manière anatomique en clôturant ou en refermant ou en resserrant les orifices élargis et idéalement en implantant du matériel de renfort prothétique, d'accord, un tissu qui vient réaliser une barrière mécanique et qui s'intègre dans les tissus pour venir renforcer la zone cicatricielle. Donc ça, c'est les grands principes. Après, il y a différentes façons de faire et qui ont évolué, comme je vous disais, puisque les outils de chirurgie vidéo, en fait, ont vraiment pris leur place dans les années 90-2000 et ils continuent leur évolution avec l'avènement de la chirurgie robotique et permettent justement de continuer à adopter ces principes-là sans compromis. On en parlait sur un autre sujet, mais est-ce qu'il y a aussi risque de récidive si on fait une opération Absolument. pariétale ? Oui, il y a des risques de récidive alors tout ça a bien progressé parce que justement l'utilisation de tissus pariétaux, de prothèses de paroi, ce qu'on appelle filets, plaques, grillage. Enfin, les gens. Ça fait un peu peur, grillage aussi, on se dit qu'on a ça. Mais... Bon, c'est le genre de terme en fait qu'on voit au quotidien. Eh bien, en fait, l'utilisation de ces produits ont quand même permis de diminuer drastiquement le risque de récidive. Sinon, les sutures simples, comme ça a été fait pendant longtemps, et pour quelques cas continuent à être réalisés, exposent un risque de récidive prohibitif, quoi. On est de l'ordre de 30% dans les 5 premières années, 50% à 10 ans. Donc ce sont de mauvais résultats et l'utilisation de matériel prothétique, quand il est bien utilisé, c'est le bon matériel, permet de quasiment effacer ce risque de récidive. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce type de chirurgie ? J'imagine qu'évidemment vous ne le faites pas à tout le monde. Voilà, quels sont les prérequis, on va dire ? Un prérequis, c'est de bien examiner un patient, de bien confirmer qu'il y a un problème pariétal. L'examen clinique dans cette indication-là, il est fondamental. Je vous dis ça aussi et j'insiste là-dessus parce qu'on voit des gens venir à la consultation et qui viennent nous voir avec un examen échographique réalisé à la demande du médecin traitant ou même à la demande du patient, décrivant une hernie et venant pour se faire opérer. Donc quand on les examine, il y a des gens qui sont absolument pas gênés ou des gens chez qui on ne retrouve pas cliniquement de hernie. Aujourd'hui, je trouve que, moi ces patients-là, par exemple, personnellement, je ne les opère pas. Je ne les opère pas parce que tant que la hernie n'est pas constatée cliniquement, c'est très difficile de faire un lien de cause à effet. Et donc une chirurgie, ça reste quand même une agression aussi. Utile soit-elle ? Voilà, il faut qu'elle soit utile. Donc les patients qui ont une hernie constatée cliniquement relèvent d'une indication opératoire. On peut réaliser des examens d'imagerie pour les préciser, notamment dans la paroi abdominale, c'est assez important. Mais le prérequis, en fait, c'est que le patient ait une gêne, en fait, ou bien une hernie constatée. Parce que, suivant la taille et la localisation de la hernie, il y a des patients qui vont être plus ou moins impactés. Mais des fois, on voit des gens qui ont une très grosse hernie, qui sont peu gênés. Le problème, c'est que c'est parce qu'elle est très grosse qu'ils sont peu gênés, mais qu'elles sont plus compliquées à réparer et que l'évolution naturelle de la hernie, c'est de progresser dans le temps, ou bien de se compliquer. Donc chez ces gens-là, il faut quand même être très méfiant et bien discuter d'une indication opératoire pour éviter en fait la progression de la hernie qui va vivre d'elle-même et qui peut se compliquer et même et éviter qu'elle progresse encore pour limiter le risque, les complications et les difficultés qu'on peut avoir à les réparer. Quel est l'âge de vos patients justement ? Est-ce que c'est une maladie qui arrive avec l'âge ou est-ce que ça peut arriver à n'importe quel âge ? Il n'y a pas vraiment d'âge pour la hernie. Alors évidemment, plus on avance en âge, au plus on le voit, notamment dans la hernie inguinale, c'est assez classique. Mais non, il y a des gens très jeunes. Quand vous dites inguinale, juste pour rappeler... Voilà, c'est dans la région en fait, de l'aine. Oui. D'accord ? C'est le plus fréquent. C'est la chirurgie la plus fréquente, mais des gens qui sont soumis à des travaux de force ou des sportifs peuvent être très gênés, même jeunes, pour une hernie inguinale, par une hernie inguinale. Tout ce qui est éventration, siégeant sur des cicatrices, il faut avoir été opéré. Donc c'est plus on avance dans le temps, plus on a de risque de se faire opérer. Donc il n'y a pas d'âge particulier où il faut les opérer, ne pas les opérer. Alors un patient gravataire qui vient vous voir pour une hernie, évidemment le bénéfice d'une intervention est très discutable. Mais des patients jeunes, même très jeunes, il faut en discuter. Voilà. Après il y a des situations qui sont un peu particulières. Par exemple une jeune femme enceinte
s'il n'y a pas de risque pour l'évolution de sa grossesse, il faut différer une intervention. On attend un peu. Bien sûr. Voilà. Après la chirurgie, est-ce qu'il y a des bons comportements à avoir ? Oui, toujours pareil, il faut être assez prudent. Mais globalement, c'est des chirurgies qui marchent très bien quand on applique les référentiels, qu'on respecte les règles, si vous voulez. Mais c'est la reprise d'activité progressive pour justement ne pas tirer un peu sur la corde. En général, on demande aux patients de limiter l'activité intense dans le périopératoire immédiat. C'est aussi pour le confort, si vous voulez, quelle que soit la méthode chirurgicale, à un moment donné, en fait, on passe au travers des gaines musculaires. Donc ce sont des plaies, en fait, des plaies, même si on les limite avec les outils modernes qu'on utilise, ça reste des plaies. Et quand vous avez une blessure, quand vous avez une plaie, vous allez voir un médecin du sport, il vous met au repos. Oui. Là, c'est pareil, en fait. C'est les mêmes consignes que ça. Il n'y a pas de consigne particulière. Et ça prend combien de temps, justement, ce temps de cicatrisation, de repos, traditionnellement ? Alors, il n'y a pas de règle absolue. Moi, j'ai pour habitude de dire que pendant les 15 premiers jours, 3 semaines, 1 mois, il ne faut pas faire d'activité sportive intense, mais c'est très variable. Après, il y a des gens qui ne respectent rien, des mordus de sport qui, le lendemain, reprennent complètement leurs activités. En fait, le risque par rapport à la réparation, il est assez faible. C'est juste pour le confort et pour la bonne cicatrisation quand on a une plaie musculaire, en fait. Merci beaucoup, Dr Régis Farah. Je rappelle que vous êtes médecin spécialisé en chirurgie digestive à l'hôpital européen de Marseille. Merci d'être venu une nouvelle fois pour cette fois-ci nous parler de la chirurgie pariétale. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.